Merci, professeur Malih. À mon tour de remercier mes amis et collègues, professeur Janani et professeur Nassar, pour m'avoir convié pour être parmi vous aujourd'hui pour traiter des manifestations extra-intestinales des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Donc, typiquement, ces manifestations surviennent au décours d'une MICI qui est connue, mais ils peuvent être inaugurales dans 25% des cas. Leur prévalence varie de 19 à 50% des cas. Ils sont, donc, si on veut le considérer par ordre décroissant de fréquence, donc on a l'atteinte articulaire périphérique, les ulcérations aftoïdes buccales, les uvéites, l'érythème noueux et la spondylarthrite axiale. Donc, il contribue à la morbidité des MICI avec diminution significative de la qualité de vie, d'où l'intérêt d'en faire le diagnostic précocement, donc afin d'avoir une prise en charge qui est proposée, la prise en charge appropriée. Donc, il y a un grand débat concernant les manifestations qui doivent être considérées comme étant extra-intestinales. Donc, il y a ce consensus, le deuxième consensus qui a été publié par l'Association européenne de la maladie de Crohn et de la colite concernant les manifestations extra-intestinales des MICI et de l'anémie, et qui propose de considérer donc de classer donc typiquement donc les manifestations extra-intestinales qui devraient être considérées comme telles sont celles qui sont appelées classiques et qui sont signalées en bleu, et puis les autres, donc il y a les autres qui sont considérées plutôt comme des associations et ou bien des complications ou bien liées au traitement, donc en particulier donc des complications. Donc, j'ai choisi de traiter essentiellement celles classiques, donc les classiques appelées dans d'autres classifications comme étant réactionnelles, parce qu'elles partagent le même mécanisme physiopathologique que la MICI sous-jacente. Et puis, bien entendu, je vais toucher un petit mot par rapport à l'ostéoporose, vu qu'elle n'est pas due seulement donc, aux complications du traitement, mais elle est liée à la maladie elle-même. Donc, je ne vais pas parler des manifestations oculaires vu que les uvéites ont été vues en long et en large, donc traitées brillamment par professeur Ammari. Donc, il y a en plus les sclérites et les épisclérites, donc je vais me limiter plutôt aux manifestations donc musculo-squelettiques, en plus de l'ostéoporose, donc la peau et puis le foie. Donc, comme je vous ai déjà dit, donc il y a cette classification donc qui considère donc il y a les manifestations donc réactives ou réactionnelles, donc et puis les complications, les manifestations associées, et puis il y a ces manifestations qui sont considérées plutôt comme des localisations métastatiques, notamment de la maladie de Crohn, donc ailleurs, donc au niveau d'autres organes de l'organisme que le tube digestif. Donc concernant la physiopathologie, il a été longtemps supposé donc que les facteurs importants de Il a été longtemps considéré que les facteurs importants donc, de la pathogénie des maladies, donc des manifestations extra-intestinales sont similaires, donc voire identiques à ceux de la MICI sous-jacente. Donc, il y a tout d'abord, donc sous l'effet de certains stimuli environnementaux, il y a une réponse auto-inflammatoire, auto-immunitaire, donc inflammatoire, qui va se produire donc chez des sujets qui sont génétiquement prédisposés et conduire donc à une dysbiose donc du microbiote donc intestinal, lequel donc va agir donc il y a une relation à la fois sur la réponse donc inflammatoire qui va aggraver la dysbiose, donc et puis la dysbiose donc qui va provoquer elle-même par le passage donc des leucocytes du tube digestif vers les articulations, donc provoquer donc l'entretien de cette réponse inflammatoire. Donc la cause exacte reste inconnue. Donc ce schéma-là nous montre l'axe intestin donc, et articulation. Donc, vous voyez que sous l'effet de stimuli environnementaux, donc, on a différents gènes qui vont intervenir, notamment ceux qui codent pour les cytokines pro-inflammatoires, à savoir l'interleukine 17, l'interleukine 23 et puis le TNF-alpha. Donc, il y a donc, vous voyez, donc, du fait de la dysbiose intestinale, il y a une augmentation de la perméabilité intestinale et qui va entraîner le passage qui va déclencher donc et amplifier cette réponse inflammatoire, donc avec le passage de leucocytes du tube digestif vers les articulations et entretenir cette inflammation, donc qui va être entretenue bien entendu en plus au niveau du tube digestif.
Donc, on va commencer tout d'abord par les manifestations rhumatologiques. Donc, elles sont ceux les plus fréquents des manifestations extra-articulaires, donc on représente 30 à 40%. Ils incluent en premier l'atteinte périphérique qui est la plus fréquente, donc avec deux types donc, qui sont classés. Donc, il y a type 1, donc plutôt oligoarthrite asymétrique, et puis le type de polyarthrite qui est plutôt indépendant de la maladie sous-jacente. Donc, pour l'atteinte périphérique, elle se voit plus souvent au cours de la maladie de Crohn, avec un risque plus élevé au cours donc, des MICI, qui comportent donc, une atteinte colique, une atteinte périanale. Donc, lorsqu'on a une uvéite ou un érythème noueux ou encore un pyoderma gangrénosome concomitant, donc essentiellement, donc, et aussi en présence d'une stomatite. Donc, typiquement, on a un facteur rhumatoïde des anti-CCP qui sont négatifs, mais leur présence, bien entendu, n'exclut en aucun cas le diagnostic. Donc, l'atteinte anthésitique, donc, avec une fréquence donc, qui varie donc, de l'ordre de 15 à 18% pour le facteur rhumatoïde et les anti-CCP, respectivement, en comparaison avec la population générale, donc, où la positivité elle est de l'ordre de 5% seulement. Donc, pour l'atteinte anthésitique, elle peut passer souvent inaperçue, donc d'où l'intérêt d'utiliser l'échographie musculo-squelettique pour en faire le diagnostic. Donc, on a des signes quand même précoces et qui permettent de confirmer l'atteinte inflammatoire, le caractère inflammatoire de cette anthésiopathie et ne pas. Vous savez que la prévalence de la fibromyalgie est très fréquente chez cette population-là de patients qui ont des MICI. Donc, l'atteinte axiale, donc en troisième, donc qui est moins fréquente. Donc, il y a certains auteurs qui proposent donc, plutôt que le type 1 et le type 2, ce sont plutôt donc, un continuum donc, du même processus. Donc, l'atteinte polyarticulaire qui aurait un début oligoarticulaire, mais dans la plupart dans ma revue de la littérature, donc, la plupart donc, des auteurs donc, sont d'accord pour les catégoriser en deux entités différentes, avec l'atteinte oligoarticulaire qui a plutôt une évolution qui est de meilleur pronostic par rapport au type 2. Donc, on a une atteinte forte, l'association forte donc, à l'érythème noueux, à l'uvéite. La sévérité de cette manifestation, donc, elle est corrélée donc, à l'activité de la MICI sous-jacente, d'où l'intérêt de contrôler donc, la MICI. Et en général, donc, il y a une régression, donc résolution spontanée des symptômes en moins de 3 mois. Donc, vous voyez sur l'image, donc, on a cette réaction à position périostée, donc au tiers inférieur du fémur. Donc, ce sont des formes, pour la plupart, ce sont des formes non érosives. Donc, pour l'atteinte, la deuxième type d'atteinte périphérique, on a la polyarthrite qui est plutôt symétrique, qui touche les petites articulations, plus souvent les mains que les pieds, avec atteinte des MCP. Sur l'image, on a la synovite donc, de l'IPD, donc, et puis le classique orteil en saucisse, donc, avec donc, la dactylite. Donc, l'évolution donc, de ce type-là, elle est plutôt chronique et souvent indépendante donc, de la MICI sous-jacente qui nécessite un traitement propre pour pouvoir la contrôler. Donc, en passant donc, suite à l'atteinte axiale, donc, parfois, donc, on a souvent, d'ailleurs, dans notre pratique, on a souvent donc, des patients qui nous sont envoyés référés donc, du service de gastro-entérologie pour un malade qui n'a aucun signe articulaire, mais à l'occasion donc d'une radiographie faite pour une raison quelconque, on retrouve une sacroïléite et il nous est envoyé, donc est souvent asymptomatique chez près de 50% donc des patients. Elle est assez fréquente la forme symptomatique, contrairement donc à cette sacroïlite clinique qui se voit chez seulement 10% des cas. Donc la sacroïlite elle est plus fréquente chez la femme, donc quand elle est isolée. Donc pour ce qui est de la spondylarthrite axiale, donc on a un sexe ratio qui est 1:1. Elle est plus fréquente au cours de la maladie de Crohn avec une atteinte colique en comparaison avec la rectocolite hémorragique et une association moins forte à l'HLA-B27 en comparaison donc à la forme idiopathique. On a une tendance à l'asymétrie donc de la sacroïlite et l'évolution est souvent indépendante là encore de l'activité de la MICI. Donc je rappelle juste ce changement qu'il y a eu dernièrement donc, concernant la classification ASA-Spartan concernant la spondylarthrite axiale donc, qui a été publié donc, à l'ACR Convergence 2025 et qui donne plus de poids. Donc, vous voyez ici, donc,
Il donne donc plus de poids donc à lâcher la B27 en comparaison donc à la classification donc ancienne et aussi donc à l'imagerie. Donc l'imagerie avec 8 points attribués donc à la sacroiliite à l'IRM contre 6 points antérieurement. Donc l'imagerie elle a un point plus important et l'IRM encore plus que la radiographie standard. Et puis, il y a aussi donc là, quand on veut classer le patient donc, comme ayant une spondyarthrite périphérique, donc les critères, donc bien entendu, donc il faudrait voir donc avoir suffisamment donc d'arguments pour pouvoir le classer. Donc il y a cette revue narrative donc qui a concerné les manifestations extra-intestinales, donc surtout donc ils se sont axés sur les manifestations musculo-squelettiques au cours donc des Mickey, qui ont mis en exergue donc les signes d'alerte rouge, notamment donc concernant donc les gastro-entérologues. Donc quand est-ce qu'il faut nous adresser les patients? Donc il y a critères majeurs. Donc c'était essentiellement donc en présence de lombalgie inflammatoire. Donc il y a un détail qui est donné pour expliquer par rapport à un non-rhumatologue comment donc les reconnaître comme étant inflammatoires. Bien entendu donc la dactylite, le gonflement et douleur des articulations. Donc les anthésites en particulier, ils orientent vers les signes donc au niveau desquels il faudrait les rechercher et demander à l'interrogatoire aux patients pour pouvoir nous les envoyer pour confirmer le diagnostic. Donc, le traitement, donc, comme principe général, donc, bien entendu, il faudrait d'abord contrôler donc, la myquie sous-jacente. Comme vous avez vu, il y a beaucoup de manifestations musculo-squelettiques qui dépendent beaucoup donc, dans l'évolution et va en parallèle donc, avec la maladie inflammatoire de l'intestin. Donc, une fois on contrôle donc, l'atteinte intestinale, donc, en fin de compte, donc, on arrive à résoudre le problème musculo-squelettique. Donc, il y a un grand... les résultats sont très controversés dans la littérature par rapport donc, à la sécurité d'emploi des anti-inflammatoires non stéroïdiens chez ces patients qui ont des Mickey. Si la plupart, donc, il y a eu une revue systématique de la littérature qui n'a pas confirmé de lien formel entre l'utilisation des anti-inflammatoires non stéroïdiens et la réactivation de l'atteinte digestive. Néanmoins, une précaution s'impose parce que dans d'autres études isolées, il y a eu des exacerbations. Donc, si on veut opter pour un anti-inflammatoire non stéroïdien, donc on préférera dans ce cas-là plutôt les anti-COX-2 et les utiliser en cure courte, donc pas plus de 2 semaines. Donc, pour l'atteinte périphérique, l'atteinte périphérique donc, elle se prête bien entendu donc, à l'utilisation de CS10-MARTS. Donc, il y a eu seulement une seule étude que j'ai retrouvée dans la littérature donc, et qui distingue l'utilisation donc, plutôt préférée dans le méthotrexate dans l'atteinte articulaire secondaire à la maladie de Crohn et la sulfasalazine dans celle secondaire donc, à la RCH, mais c'était une seule étude, donc la plupart donc, ils les proposent de façon donc, sans qu'il y ait nécessairement, donc, sans qu'on ait besoin donc, de choisir entre les deux. C'est en fonction donc, de la tolérance donc, du patient, bien entendu, et de son terrain. Donc l'infiltration aux corticoïdes peut être intéressante donc, en présence d'une atteinte oligo-articulaire, et puis bien entendu donc, le traitement de deuxième ligne, ça sera plutôt après échec donc, des CS10-MARTS. Donc, on optera dans ce cas-là vers des anti-TNF. N'oublions pas que pour les anti-TNF, donc, il faut tenir compte de l'atteinte intestinale. De préférence, choisir un traitement qui va agir sur les deux à la fois, donc qui va être efficace à la fois sur l'atteinte articulaire et puis sur l'atteinte digestive. Ceci juste pour rappeler donc les molécules qui ont l'AMM dans les Mickey. Donc il faudrait rajouter le certolizumab pour la maladie de Crohn. Donc il y a l'adalimumab et l'infliximab qui sont communs entre les deux entités. Et puis le certolizumab en plus pour la maladie de Crohn, donc le golimumab pour la RCH. Bien entendu, les anti-intégrines n'ont pas de place dans le traitement donc des manifestations musculo-squelettiques. On a l'ustekinumab que l'on peut proposer en commun si on a une atteinte purement périphérique. Et puis, donc, on a l'anti-IL-23 qui peut être intéressant aussi, donc, les inhibiteurs du JAK. Donc,
Donc, pour les anti-TNF, donc, si on veut opter, donc, ça sera le choix. Bien entendu, l'infliximab, c'est celui qui a été le plus étudié, mais ça n'enlève rien, donc, à l'efficacité, donc, aussi, donc, de l'adalimumab. Donc, il faut préférer les anticorps monoclonaux, vu que les récepteurs, donc, l'étanercept, n'a pas démontré, donc, d'efficacité, donc, sur l'atteinte intestinale. Donc, préférer un traitement unique qui va agir sur les deux. Donc, les inhibiteurs du JAK sont plutôt proposés en troisième intention. Donc, pour l'atteinte axiale, donc, c'est les anti-TNF, donc les inhibiteurs du JAK, en plus des anti-inflammatoires, mais les anti-inflammatoires toujours, donc, opter plutôt pour un traitement de courte durée. Donc ici, donc, ce tableau a été publié dans le consensus, donc, publié par l'Association européenne de la maladie de Crohn, donc, et de la colite, donc publié récemment l'année dernière, et qui montre donc toujours, donc confirme ce qu'on a déjà dit. Donc la sulfasalazine, méthotrexate, donc eux, ils optent plus pour le méthotrexate pour l'atteinte périphérique. Sulfasalazine en deuxième intention, ils mettent que le méthotrexate donc a plus de place par rapport à la sulfasalazine. Donc, mais d'après notre expérience, les deux sont efficaces. Donc, les anti-TNF donc, agissent à la fois, bien entendu, sur l'atteinte axiale et périphérique. Et puis, les inhibiteurs du JAK, donc c'est vrai qu'on a moins d'expérience avec les inhibiteurs du JAK vu que le manque de couverture, en particulier donc, avec les mutuelles, donc, que ce soit la CNSS ou l'AMO, donc c'est surtout donc, certaines assurances privées. Donc, pour l'ustekinumab, donc pas d'atteinte, on ne le propose pas quand on a l'atteinte axiale. Et puis, donc ici, donc c'est juste cette revue, donc c'est une revue systématique de la littérature qui s'est focalisée donc sur l'usage des inhibiteurs du JAK au cours des manifestations donc extra-intestinales des MICI. Donc vous voyez ici donc sur 29 patients donc ayant une RCH, donc 17 avaient des manifestations musculo-squelettiques et on a pu obtenir donc à la semaine 8 55% donc d'amélioration, donc de réduction donc des symptômes qui a atteint 77% ce pourcentage donc à la semaine 12. Néanmoins, donc si on revient donc à la posologie donc prescrite donc du tofacitinib, c'est quand même de fortes doses. Donc ils ont donné 10 mg donc 2 fois par jour, ce qui correspond donc au double de la dose donc qui est usuellement utilisée en rhumatologie pendant 8 semaines. Et puis on est passé donc à 5 mg 2 fois par jour pour le traitement de maintenance. Là encore donc dans cette étude prospective ici donc vous voyez donc toujours donc de fortes doses, on a donné 10 mg 2 fois par jour en traitement d'induction, donc on a réduit la dose à 5 mg 2 fois par jour, c'est seulement 38% des patients. Ça veut dire que chez les autres, on a maintenu quand même la forte dose. Et on a pu, donc, vous voyez, donc l'effet, il est là, mais il reste modeste. Donc, on a vu donc, une amélioration donc, des symptômes. Donc, elle est passée, donc, 11% donc, des sujets à garder des arthralgies contre 29% au départ. Donc, ça, c'est un traitement quand même qui doit être réservé en troisième intention. Donc, ne pas se précipiter et le donner. Donc, cette étude donc, randomisée concerne plutôt l'upadacitinib, donc, qui a démontré donc, un intérêt quand même intéressant dans la mesure où donc, on a donné, donc, il y avait donc, le patient, donc, ont été randomisés en deux bras, donc, un bras qui a reçu, là encore, le placebo, et puis la dose, donc, l'upadacitinib, là encore, c'est des doses qu'on donne en gastro, donc, 45 mg par jour, contre une dose en rhumato qui est habituelle de 15 mg par jour. Et puis, on voit que après, donc, pour les patients qui ont bien répondu, on les a randomisés là encore en trois bras, donc, soit le placebo, soit 15 mg, donc, l'upadacitinib, donc à 15 mg par jour ou encore 15 mg donc 2 fois par jour. Donc vous voyez donc il y a une amélioration donc significative donc des arthralgies donc que ça soit périphérique ou au niveau donc axial. Mais vu les données qui sont donc le recul et les données donc de la littérature qui sont beaucoup plus larges avec les anti-TNF, donc ce traitement-là encore sera réservé en troisième intention, donc après échec des anti-TNF ou pour les patients qui présentent une contre-indication donc aux anti-TNF.
Donc, il n'y a pas vraiment de facteur prédictif de réponse, comme c'est le cas pour la plupart des rhumatismes inflammatoires. Donc, c'est un choix du médecin en fonction des antécédents, des comorbidités du patient et bien entendu du coût qui joue un rôle aussi dans notre décision thérapeutique. Si jamais il y a une apparition d'une réaction paradoxale ou si échec d'un traitement biologique, il vaudrait mieux changer de mode d'action. Donc, ou bien parfois, en associant un traitement immunomodulateur, donc un CS10-MARS, donc on pourrait éventuellement contrôler cette maladie qui était incontrôlable préalablement. Donc, rappelons aussi l'intérêt d'agir sur le microbiote, qui va pouvoir contrôler, améliorer à la fois les signes digestifs et les signes osseux, manifestations musculo-squelettiques, en adoptant une alimentation qui est saine à base de légumes, légumes, fruits, et puis éviter la consommation trop fréquente de viande rouge, les aliments transformés, et avec une activité physique qui est régulière mais adaptée à chaque patient. L'ostéoporose, elle est l'ordre de fréquence, elle varie selon les études, entre 3 et 15%, mais il n'y a pas beaucoup d'études qui ont évalué l'ostéoporose chez les Mickey. Donc il y a les facteurs aussi qui interviennent. Est-ce que c'est une maladie qui est active? Donc bien entendu, ça va aggraver. Il n'y a pas vraiment d'études à large échelle qui ont été faites dans ce sens-là, avec une bonne qualité statistique. Donc les facteurs de risque qui ont été relevés dans les différentes études, qui ont associé à une augmentation de la prévalence de l'ostéoporose, sont la nature de la Mickey, la maladie de Crohn étant plus fréquemment associée à l'ostéoporose, du fait que, comme vous le savez, dans la maladie de Crohn, on a une atteinte de l'intestin grêle, qui est le lieu de l'absorption de la plupart des micronutriments, et puis bien entendu, on a chez ces patients souvent des patients qui ont des résections iléales. Donc, il y a l'inflammation systémique, d'autant le risque il est majoré quand on a une inflammation qui est une maladie qui est active. Le faible indice de masse corporelle y a été associé aussi, de plus le tabagisme qui a été rencontré plus fréquemment au cours de la maladie de Crohn qu'au cours de la RCH. Donc, la malabsorption de la vitamine D, K et calcium aussi augmente le risque d'ostéoporose. La réduction de l'activité physique et puis l'ostéodensitométrie, il faudrait l'associer chez des patients qui cumulent plusieurs facteurs de risque. Ici, cette revue systématique de la littérature, cette méta-analyse plutôt, qui a montré un risque des doses, l'OR, l'odds ratio, il a été calculé au cours de ces études qui a démontré qu'il y a quand même de l'ordre de 1,32. Dans différentes études, il y a un risque, une relation significative, une association significative entre la Mickey et la survenue d'une ostéoporose. Concernant le traitement, quel traitement proposer? La plupart des études recommandent plutôt de préférer la voie injectable vu ces problèmes d'absorption chez les patients et en plus des risques de mauvaise observance de la voie orale et puis chez des sujets qui ont déjà une atteinte préalable du tube digestif, notamment maladie de Crohn, même le tube digestif haut, préférer plutôt la voie injectable et bien entendu avec une supplémentation en calcium et vitamine D. On passe maintenant aux manifestations cutanées. Il y a des manifestations cutanées pour certains et sont fortement associées à la Mickey sous-jacente et pour d'autres moins. On a l'érythème noueux, c'est la manifestation qui est la plus fréquente, elle est plus souvent se voit chez les femmes et plus souvent maladie de Crohn qu'au cours de la RCH. Et comme vous le savez tous, c'est des lésions qui sont assez douloureuses, érythémateuses, rouges ou violacées, qui touchent avec prédilection les membres inférieurs, mais qui peuvent se voir aussi bien au niveau des membres supérieurs qu'au niveau de la face. Elles se manifestent souvent à l'occasion d'une poussée de la Mickey, ce qui suppose une fois qu'on contrôle la maladie inflammatoire sous-jacente, en général, tout rentre dans l'ordre. Contrairement au pyoderma gangrenosum, il y a quand même qui est de moins bon pronostic et c'est des lésions quand même qui sont assez handicapantes. C'est la seconde manifestation cutanée en termes de fréquence, mais qui reste quand même la plus sévère, qui peut être assez handicapante. C'est des lésions
érythémateuse, papuleuse ou pustuleuse, qui survient souvent donc après trauma, selon l'effet Kobner, comme pour le psoriasis, avec une évolution donc qui se fait vers une lésion nécrotique, ulcéreuse à bord violacé, donc avec un contenu. Il faut quand même rechercher s'il y a une infection, il faut faire l'écouvillonnage, mais le contenu, donc typiquement, donc c'est un contenu stérile, il faut faire l'écouvillonnage pour éliminer donc les diagnostics différentiels et parfois même on a besoin de faire une biopsie. Donc la localisation, donc essentiellement donc les membres inférieurs en prétibial, donc mais le retrouve aussi autour des stomies. Donc il est important donc d'éliminer tout ce diagnostic différentiel. Ça peut s'agir donc des infections, des pathologies tumorales ou encore les vascularites. Donc l'évolution donc elle est indépendante de la myquie sous-jacente et qui nécessite souvent de recourir à des traitements immunosuppresseurs. Donc, la troisième manifestation, donc, c'est le syndrome de Sweet qui est rare. Donc, il est souvent observé chez les patientes atteintes de Mickey donc, et qui a une évolution dépendante de la Mickey sous-jacente, comme pour ce qui est de l'érythème noueux. Donc, il a une distribution qui est souvent asymétrique. Il concerne donc les membres supérieurs, le cou et la face. Donc, une éruption qui s'accompagne souvent de signes généraux. Donc, on a une fièvre, on a en plus parfois des céphalées, donc on a des lésions vésiculeuses qui ressemblerait donc à des lésions donc zostériennes, donc mais que c'est pas le cas, donc qui sont douloureuses et donc souvent, donc, une fois qu'on contrôle donc la maladie, la Mickey, donc en général, elle s'améliore spontanément. Donc, les manifestations orales, donc on a l'aphthose buccale. Donc, l'aphthose buccale, comme vous savez, donc il y a beaucoup de maladies donc, avec lesquelles donc qu'on voit donc qui peuvent avoir ces ulcères buccaux, donc notamment donc le lupus. Mais donc un des diagnostics donc étiologiques, donc bien entendu, donc c'est les Mickey. Donc parfois donc le patient donc se présenter avec ces ulcérations buccales qui peuvent être donc inaugurales et par la suite donc c'est en creusant dans l'interrogatoire que vont retrouver donc les manifestations qui vont nous évoquer donc les Mickey. Donc il s'agit d'ulcères douloureux, ronds ou ovalaires à base pseudomembraneux jaunâtre, mais qui répondent en général donc à la corticothérapie locale en gargarisme, donc ou bien un anesthésique local. Parfois, on a besoin de recourir à la corticothérapie générale. À côté de l'aphthose buccale, donc dans les manifestations toujours orales, donc on a des lésions, on a d'autres manifestations donc à granulome qui se manifestent au niveau de la face. Et on a aussi la périodontite qui peut aboutir donc à des dents mobiles, donc inflammation gingivale avec œdème et hémorragie, donc et qui peut être donc assez gênante pour la patiente. Donc d'où l'intérêt donc de contrôler. Donc là encore, donc les manifestations orales sont souvent liées à l'activité donc de la Mickey sous-jacente. D'où l'intérêt donc de contrôler donc la Mickey pour pouvoir éviter donc ces complications donc cutanées. Donc ici c'est juste pour rappeler donc les différents donc traitement. Donc pour l'érythème noueux, donc on a souvent les corticoïdes entopiques. Parfois on a besoin de donner la corticothérapie générale, notamment des formes donc extensives et très douloureuses. Et même donc mais en collaboration avec les dermatologues, ils peuvent être traités aussi par les antipaludéens de synthèse. Donc le pyoderma gangrénosome que vous avez vu quand même, donc il y a le traitement de première ligne, seconde ligne, troisième ligne. Donc on recourt avec aux biologiques aussi, donc aux inhibiteurs du JAK ou à l'ustekinumab. Donc ils peuvent avoir une place dans le traitement, dans le contrôle de ces manifestations, donc qui sont très sévères donc sur le plan et qui peuvent occasionner un handicap fonctionnel chez les patients. Donc le suite syndrome, donc les lésions orales, donc c'est surtout donc recours aux corticoïdes. Donc, qu'en est-il des manifestations hépatobiliaires? Donc, nous, dans le bilan donc, de toute Mickey, donc, on demandera donc, le bilan hépatique, bien entendu, on le fait donc, déjà de départ. Donc, et puis, une fois, souvent, on rencontre cette perturbation donc, du bilan hépatique qu'on doit gérer. Donc, bien entendu, on collabore souvent avec le service de gastro-entérologie, mais déjà, donc, au départ, donc, quels sont les diagnostics auxquels on va penser? Donc, on va penser à l'hépatite auto-immune, à la cholangite sclérosante primitive, et bien entendu, chez les patients qui ont reçu beaucoup de corticoïdes, il y a aussi la stéatose hépatique non alcoolique. Donc, la cholangite sclérosante primitive, sa prévalence varie de 2 à 8%, donc elle est plus élevée au cours donc, de la RCH. Donc, vous voyez, donc,
Donc, comme facteur de risque, on a elle est plus fréquente donc, chez les sujets de sexe masculin, non-fumeurs, qui ont une palcolite, donc qui ont des antécédents d'appendicectomie. Donc, biologiquement, quand il va se manifester, donc on peut avoir parfois juste une cholestase biologique, aucun signe clinique. Donc avec augmentation des gamma-GT, des phosphatases alcalines, et l'imagerie de base reste quand même la BILI-IRM, donc qui va montrer, vous voyez, donc les strictions, donc ici, donc les rétrécissements, donc multifocaux, donc au niveau des voies biliaires, mais bien entendu, il faut que ça soit une BILI-IRM de bonne qualité, et il faut sensibiliser donc le radiologue par rapport au fait que vous recherchez ça exactement. Donc pour la cholangite, donc il n'y a pas d'intérêt d'aller vers la biopsie hépatique. Donc, la biopsie hépatique n'est indiquée que si on suspecte une hépatite auto-immune associée, en cas de doute ou en cas de doute sur une cholangite sclérosante primitive des petites voies biliaires. Donc, ne faut pas oublier qu'on présente une cholangite sclérosante primitive, donc il y a un risque de cancer colorectal qui est multiplié par 7 voire 10 cas, 10 fois la normale, 10 fois donc par rapport à la population générale, d'où l'intérêt donc de faire une colonoscopie annuelle indépendamment de l'activité de la Mickey, de son extension et de sa durée d'évolution. Le traitement reste purement symptomatique malheureusement, donc le traitement par ursodésoxycholique, c'est un traitement qui va permettre essentiellement d'améliorer la cholestase biologique, mais il ne change pas donc l'évolution vers donc la cirrhose. Donc, l'hépatite auto-immune, donc la prévalence, elle est moins fréquente, donc moins de 0,5% des patients atteints de Mickey. Donc, il se manifeste par une cytolyse biologique, donc avec augmentation donc, des IgG sériques. Donc, il faut faire le profil du foie. Donc, on va retrouver une positivité des anticorps antinucléaires, des antimusculis, antimicrosomes hépatiques, les LKM, donc RNO, donc les anticorps anticytosol hépatiques, ainsi qu'une histologie hépatique typique ou compatible. Donc, le traitement fera appel aux corticoïdes. Bien entendu, donc, la gestion donc, de ces maladies, donc, on ne les traite pas. Donc, mais vu qu'on m'a proposé donc, ce sujet, donc, j'ai préféré quand même donc, aborder donc, en surface donc, les traitements. Donc, traitement de première intention, donc, c'est la zatioprine. Et puis, donc, bien entendu, il donne donc, des corticoïdes à posologie en phase d'attaque, puis donc, à posologie progressive jusqu'à l'arrêt. Donc, quand on fait un bilan hépatique de base, il faudrait le faire chez tout patient donc, atteint de Mickey avant de démarrer le traitement. Donc, parfois, donc, on a des perturbations donc, hépatiques donc, avec des ordres de grandeur qui sont différents. Donc, ici, donc, on se considère donc, une atteinte est considérée comme minime quand vous restez dans la fourchette, donc 1 à 2,5 à 3 fois la normale, que ce soit pour les alates ou les phosphatases alcalines, les gamma-GT ou encore la bilirubine totale. Donc, à ce moment-là, donc, il vaut mieux temporiser et refaire après un mois, donc avant de pousser le bilan vers faire donc, tout le bilan d'une cytolyse hépatique à adresser, bien entendu, le patient chez le gastrologue pour une bonne gestion. Par contre, si vous avez une cytolyse, que ce soit une cytolyse ou une cholestase qui est plus importante, donc bien entendu, il faut lancer le bilan, donc le bilan étiologique donc d'emblée. Les manifestations donc extra-intestinales, comme vous avez vu, donc ce sont des manifestations qui sont très fréquentes et sont hétérogènes. Donc, il est important de distinguer donc les différentes formes, donc ceux qui sont dépendants donc de l'activité de la Mickey sous-jacente versus celles qui sont indépendantes. Donc, mais dans tous les cas, essayez dans la mesure du possible donc de proposer un traitement unique qui va agir à la fois sur ces manifestations musculo-squelettiques. Donc, pour nous en tant que rhumatologue ou pour les autres manifestations extra-intestinales, gérer un traitement qui va pouvoir gérer les deux en même temps. Donc, le traitement doit être personnalisé, donc adapté à la sévérité des symptômes et associé au contrôle de la maladie sous-jacente, là encore. Donc, une collaboration multidisciplinaire est très importante. C'est la seule garante d'un diagnostic précoce, donc permettant d'éviter donc, des séquelles et permettant aussi donc, d'améliorer dans la mesure du possible la qualité de vie de ces patients. Donc, je vous remercie et reste ouverte à toute question. Merci. Merci, professeur Rachidi, pour cette mise au point très intéressante sur les manifestations extra-intestinales des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Un thème très, très intéressant en pratique clinique. Maintenant, nous allons ouvrir la discussion et donner la parole à la salle pour les questions.
Merci, professeur Rachidi, pour cette très belle présentation qui est exhaustive, à mon avis. Moi, j'ai une question. Est-ce que vous coordonnez avec les hépatogastro-entérologues? Est-ce que vous appliquez ce que vous avez présenté là tout de suite? Et par rapport à cette notion de la calpoprotectine, la calpoprotectine, D'accord. est-ce que, parce que on a l'impression que c'est un outil biologique qui est demandé, entre parenthèses, à tort et à travers. Donc, sur le plan pratique, une calpoprotectine qui est élevée, qu'est-ce qu'on fait? D'accord. Effectivement, Merci. il y a une Merci pour votre question. Il y a effectivement une collaboration qui, au sein. On a la chance de travailler au sein du CHU, donc il y a l'accès facile donc à un avis, donc quand on veut prendre leur avis ou vice versa. Donc, ils nous adressent souvent des patients donc avec des manifestations donc articulaires. Parfois, comme j'ai dit l'autre jour, donc il y avait juste un patient donc ils ont noté donc il y avait vraiment une sacroïde radiologique. Donc je me rappelle c'était stade 3 à 4, mais le patient n'avait aucun symptôme. Donc, nous l'ont adressé, est-ce qu'il y a lieu de traiter ces patients ou pas? Donc, il y a vraiment, à la moindre, je pense, ils n'hésitent pas à faire appel à nous, donc, et nous aussi. Donc, ça se passe très, très bien dans ce sens. Mais parfois, le problème, c'est que quand un patient vient pour... donc, il y a des manifestations donc, articulaires donc, qu'on arrive à gérer donc, par un traitement, synthétique, donc un CS10-MART. Et parfois, eux, ils veulent pousser vers la biothérapie. Ils préfèrent que ça vienne de chez nous. Je pense le pourcentage de remboursement, donc je pense parfois, c'est mieux que si on prescrit nous la biothérapie. Donc, parfois, ça peut aller dans ce sens-là. Mais en général, donc, il y a une très bonne collaboration. Donc, ça se passe très, très bien. Pour la calprotectine, parfois, nous, on la demande. Donc, il y a des patients souvent qui rapportent des signes digestifs. Parfois, ça peut être juste un côlon irritable. Mais vu qu'on a un contexte de par exemple, chez nous, donc c'est plutôt dans l'autre sens. Donc, un patient qui est connu donc, avec une spondylarthrite, ou bien donc, on est en train de bilanter donc, déjà pour poser une étiquette diagnostique. Et le patient présente aussi des signes digestifs chroniques. On peut être amené donc, à demander la calprotectine. Souvent, la calprotectine, par contre, le taux de l'interprétation de notre part et de leur part n'est pas la même. Donc, nous, on considère que c'est positif quand ça dépasse le seuil de positivité qui est de 50, mais pour eux, donc 150, ça reste quand même, donc ils disent que c'est plutôt, ça peut être lié à l'utilisation donc, des anti-inflammatoires non stéroïdiens, donc, ce qui est vrai. Donc, eux, donc, ils considèrent donc, des seuils plus importants pour aller vers une exploration endoscopique, à moins que le patient ait des symptômes qui sont une diarrhée chronique, ou bien il y a vraiment donc, ces caractéristiques diarrhée gléro-sanglante, ou bien des fistules anales, donc vraiment un tableau très évocateur donc, de Mickey. Ils sont un peu, des fois, donc un peu réticents à aller vers les endoscopies. Il faut rappeler aussi que les rendez-vous sont un peu, donc vu la surcharge, donc la surdemande qu'ils ont, donc des fois les rendez-vous sont un peu éloignés. Mais mis à part ça, donc je pense donc il y a une correspondance qui se fait bien dans les deux sens. Pour répondre à Madame, ça pose un gros problème. Je vais vous dire, moi j'ai eu un exemple, un malade que je suis avec Madame Badr, pour ne pas la nommer. Il a une maladie de Crohn et une spondyloarthrite. Il est sous inhibiteur de JAK parce qu'on avait essayé les anti-TNF, etc. Il va très bien, ce monsieur. Le gros problème, c'est que chaque fois qu'il va pour chercher son traitement, puisqu'ils lui ont donné l'accord de l'anti-JAK, on lui demande, c'est le médecin de la CNSS qui lui demande une calprotectine. Nous, on avait fait des calprotectines à un moment donné pour voir, et c'était soit moi, soit Madame Badr qui faisait ça. Et récemment, sur la dernière année, tous les 3 mois, le médecin de la CNSS lui demande la calprotectine. Et c'est simplement aberrant. Je veux dire, quand quelqu'un est calme, il n'y a aucune nécessité à le faire. D'autant plus qu'il y a des règles d'évaluation de l'atteinte digestive qui sont faites avec des scores, etc. Je veux dire, les gastros font leur travail. Personnellement, j'ai quelques correspondants comme ça, et je suis étonnée de voir ça. Et il n'est pas le seul. Hein. Alors, du coup, je crois que ce sont les gastros qui devraient intervenir pour dire peut-être que le contrôle devrait être fait
Avec les rhumatos, absolument, absolument. Merci.